Somnifère, le podcast. La recherche du bonheur est-elle nécessairement égoïste? Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le lundi 15 mai et Somnifère vous emmène ce soir en Bretagne, près de Mortain, avec l'histoire de Geneviève et de Tristan, un couple qui vit un mariage heureux et sans histoire depuis 3 ans. Or, un après-midi, Tristan trouve une lettre laissée par son épouse sur la balustrade de leur perron. « Je m'en vais, tu ne me reverras jamais. Pardon. » Cette disparition soudaine lui brise le cœur et le bouleverse. Où est passée Geneviève? Pourquoi est-elle partie? A-t-elle eu tort d'en taire les raisons? Et certaines choses sont-elles mieux laissées tues? C'est une nouvelle de Maurice Leblanc intitulée « Le prix du bonheur ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. On va refermer ce lundi ensemble et pour ce faire, on va commencer par s'autoriser à faire abstraction du quotidien, à laisser nos préoccupations de côté, à concentrer notre attention sur le moment présent et sur notre corps qui repose tranquillement sur le matelas. On va prendre une première inspiration par le nez, en gonflant la poitrine un maximum. On retient l'air un tout petit instant et on expire toutes les tensions. À nouveau, mais en gonflant le ventre cette fois, on prend une grande inspiration, on gonfle le ventre comme un ballon, on retient l'air un tout petit instant et on laisse aller toutes les tensions. Laissez votre respiration reprendre un rythme naturel, s'adoucir progressivement, devenir plus régulière. On observe tranquillement notre corps se mettre en veille et notre esprit perdre petit à petit la notion du temps. Portez à présent votre attention sur la zone située dans le bas de votre ventre, quelques centimètres sous votre nombril, et observez simplement cette zone quelques instants avec curiosité. Tout en suivant les mouvements de votre respiration et de votre ventre qui monte et qui descend. Laissez tranquillement les émotions ou les éventuelles tensions se libérer à mesure que vous inspirez et que vous expirez. Continuez d'observer tranquillement les mouvements provoqués par votre respiration, son rythme, la température de l'air à l'inspiration et à l'expiration.
les tensions qui s'évaporent à chaque expiration. Notez comme il est agréable de ne rien faire d'autre que de laisser la détente s'installer progressivement. Je vais vous demander à présent de projeter votre attention sur vos deux pieds, tout en continuant d'être attentif à votre respiration et de vous laisser bercer par ces mouvements. Sans attente particulière, comme avec curiosité. Et en laissant le calme s'installer progressivement. Projetez à présent votre attention sur la plante de vos pieds. De la même manière, sans attente particulière. En restant attentif à votre respiration et en laissant la détente progressivement s'installer davantage. Projetez à présent votre attention sur le point qui se situe au milieu de votre plante des pieds. Alors qu'à chaque inspiration, la détente continue de s'installer un peu davantage. Et qu'à chaque expiration, votre corps semble s'enfoncer un peu plus dans le matelas. Assurez-vous, comme d'habitude, que les petits muscles de votre visage sont bien détendus. La mâchoire, la langue,
le poing entre les deux sourcils. Et vous pouvez enfin, si vous le souhaitez, poser une intention pour la journée de demain. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. La même année, les fit orphelins. Ils eurent le même tuteur, un vieil officier qui les réunissait chez lui chaque matin et leur parlait d'honneur et de devoir. Quand il mourut, on les mit au même collège. Et ainsi Tristan de Cahors et Geoffroy des Cageul passèrent ensemble toute leur jeunesse. Des goûts analogues les fixèrent en leur pays de façon définitive. C'était la rude contrée qui environne Mortain. Les carrières qui la creusent comme des plaies montrent son ossature de granit. D'antiques forêts la couvrent d'un poil âpre et confus. Des siècles d'héroïsme barbare dorment là d'un sommeil irrévocable où flottent comme des rêves les légendes des Chouans et des guerres contre l'Anglais. Les deux petits châteaux qu'ils habitaient semblaient des coffrets de pierre pour les pieuses reliques de ce passé féodal. Celui de Tristan accrochait au flanc lépreux d'une colline les angles et les pointes de ses tourelles, de ses poivrières, de ses gargouilles de plomb, tandis qu'en une vallée proche, au fond d'un bois de cyprès, le manoir de Geoffroy des Cageul confiait à l'eau morte d'un étang la silhouette orgueilleuse d'une tour. Ils vécurent simplement et fortement, n'ayant qu'une bourse et qu'un cœur. De la ville et des environs, on venait volontiers à leur table et à leur chasse, car ils étaient accueillants et généreux. Mais nul plaisir ne leur semblait comparable à celui qu'ils tiraient de leur malamitié. Là était le secret de leur bonne humeur, la cause qui faisait leurs yeux souriants et leur vie facile. Ils se regardaient avec la certitude confiante de ceux que la mort seule désunira. Vers l'âge de 30 ans, Tristan rencontra chez des voisins une jeune fille dont la grâce naïve le séduisit. Il l'aima. Geneviève se soumit à son amour. Le mariage eut lieu. Ce nouvel état de choses n'apporta nul changement à l'existence des deux amis. Il ne leur parut point que le moindre élément de gêne se fût glissé entre eux. Avec l'ami de son mari, Geneviève se montra douce, affectueuse et naturelle, et Geoffroy des Cageul n'opposait à cette cordialité ni raideur, ni jalousie. Tous les soirs, comme auparavant, il montait au château de Cahors. Des heures amicales s'écoulaient au coin du feu ou au clair des étoiles. Et de la sorte, il se passa 3 années. Un après-midi, comme il rentrait de la chasse, Tristan trouva sur la balustrade du perron une lettre où il reconnut l'écriture de Geneviève. Il lut. « Je m'en vais. Tu ne me reverras jamais. Pardon. » Il tomba sans connaissance dans les bras de son ami. Durant 2 semaines, il fut entre la vie et la mort, et durant 4 autres semaines, il dut garder le lit. Geoffroy s'installa près de lui, ne le quitta pas une minute et le sauva. Mais craignant toujours que son désespoir ne le poussât à quelque résolution funeste, il demeura 6 mois encore au château de Cahors. Enfin, pour le distraire, il l'emmena. Et ce fut à travers l'Europe un minutieux voyage de 3 années où ils fouillèrent chaque pays, espérant que le hasard d'une rencontre ou d'une conversation les mettrait sur la piste de la fugitive. Mais les jours s'écoulaient
et chacun d'eux ajoutait un peu d'ombre à la nuit mystérieuse qui enveloppait la disparition de Geneviève. Ils revinrent en Bretagne. Le soir même de son arrivée, Tristan, fuyant des souvenirs trop douloureux, vint sonner au manoir de son ami. Il y passa la nuit, et les journées et les nuits suivantes. Et plus jamais il ne revit les tourelles et les créneaux de Cahorche. Il faisait de longs détours pour ne s'en point approcher. Une mélancolie épaisse comme la brume leur cachait désormais la joie des beaux spectacles et leur fit oublier la douceur de vivre. Peut-être à la longue, la blessure de Tristan s'apaisa-t-elle, mais il ne riait jamais, et ses yeux vagues semblaient toujours regarder vers des choses disparues ou invisibles. Geoffroy le soignait avec une tendresse maternelle, et sans jamais lui parler du passé, il le consolait silencieusement par ses câlineries douces. Souvent, aux heures obscures, il lui prenait la tête entre ses mains et l'appuyait contre son épaule. L'autre se laissait faire comme un enfant. Leurs larmes coulaient, Tristan murmurait : « Je suis bien. Il n'y a qu'ici, entre tes bras, que je sois bien. » Un jour, après 12 ans de cette existence, alors que peu à peu l'oubli descendait en lui, il tomba de cheval et se tua. Au bord de la tombe, Geoffroy se mit à genoux et il resta longtemps avec le mort. Il se tordait les mains, il embrassait la terre et la mouillait de ses pleurs. Il ne partit qu'après l'arrivée du chien favori de Tristan, un vieux chien qui venait prendre place pour mourir. Alors le dos voûté, la marche lente, il revint vers sa demeure. Au seuil, il appela son domestique, serviteur fidèle qui l'avait élevé. Il lui dit : « Donne-moi la clé. » Ayant pris la clé, il traversa des pièces, suivi des corridors. Le bruit de ses pas retentissait comme au creux d'une grotte. Des trous creusaient le mur, pareils à des souterrains au bout desquels éclatait la lumière du jour. Une porte massive l'arrêta. Il l'ouvrit. Il entra dans une grande pièce ronde où luisait la fente d'une fenêtre unique. Sans force, il tomba sur une chaise et se mit à sangloter. Alors Geneviève l'entoura de ses bras et lui dit : « Pleure, mon amant, pleure. » Il pleurait à larmes abondantes et elle disait : « Pleure bien. Pleure ton ami de tout ton chagrin et de toute ton amitié. Mais pleure-le sans remords. Je n'en ai pas, moi. Je n'en ai jamais eu. Nous avons fait pour lui tout ce que nous pouvions faire, et ainsi tout ce que nous devions faire. Pendant 15 ans, pour que son cœur d'ami ne soit pas brisé comme son cœur d'époux, tu as subi la torture de le voir malheureux et d'assister au chagrin que nous avions causé. Va, mon ami, tu as fait ton devoir. » Il leva vers elle son triste visage et prononça : « Et toi, Geneviève, toi qui depuis 15 ans restes ici enfermée, prisonnière, seule tout le long des jours, seule des années entières. » Ils se regardèrent avec orgueil, fiers d'eux-mêmes et de leur noblesse. Geneviève avait des cheveux presque blancs et le teint d'ivoire de ceux que ne baigne jamais l'air du dehors. « Ah, Geneviève, balbutia-t-il, comme nous nous aimons. Notre amour est au-dessus de toutes les infamies.
Je t'aime plus que ma conscience. » Ils se sentirent les esclaves de quelque chose d'infiniment grand qui les mettait en dehors des conditions ordinaires de la vie. Le devoir change suivant les êtres. Leur devoir était de s'aimer, et ils s'aimaient. « Geneviève, dit-il, tu es libre maintenant, ta prison va s'ouvrir. » Elle secoua la tête gravement. « Non, Geoffroy, non. Il ne faut pas que son honneur soit souillé, même après sa mort. Il faut que nul ne sache notre faute. C'est la rançon de mon crime, et je n'ai pas le droit de m'y soustraire. Et puis, je suis morte. Ma tombe est ici, que j'y reste ensevelie. » Et elle dit encore, avec un adorable sourire, « Et puis vois-tu, j'aime ma prison. Toute ma vie est là, entre ces vieux murs, tout mon bonheur. Je n'ai plus envie de marcher sur des routes, de voir des horizons, de sentir des fleurs vivantes. Tout cela me fait peur. Oh mon chéri, il n'y a pas au monde de paysage qui vaille pour moi les quelques arbres que j'aperçois de ma fenêtre et les reflets qui dorment sur l'eau de l'étang. » Bonne nuit. Bonne nuit.